Bonsoir. Bonsoir à vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Toujours un grand merci à Frédéric Versolato qui, avec sa belle librairie 47 degrés Nord, sait accueillir les écrivains. Et ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Pierre Bayard qui est venu nous parler de son dernier livre, Le Titanic fera naufrage. Alors, Pierre Bayard, je vais peut-être le présenter en quelques mots, ça va être lacunaire, mais auteur de 18 livres. J'ai noté, enfin, dans ce monde-ci, peut-être dans d'autres mondes, à mon avis, il y en a d'autres. Logiquement, il y en a d'autres, si on suit le principe de Pierre Bayard. Donc, 18 livres dans ce monde, partout dans le monde, puisque les livres de Pierre Bayard sont traduits dans le monde entier. Donc, écrivain, universitaire, psychanalyste, le terme reste sur la 4e de couverture, donc on peut se demander pourquoi. Et donc le dernier livre, Le Titanic fera naufrage, qui fait partie d'une trilogie, donc avec Demain est écrit et puis le plagiat par anticipation. Donc je vous propose pour cet entretien, un entretien donc avec Augustin Wegelé, nous mènerons tous les deux pour interroger Pierre Bayard, et nous avons décidé de prendre sérieusement les trajets, les hypothèses, les idées, parfois fantaisistes, en tout cas ludiques, inventives toujours, de Pierre Bayard. Donc nous proposons ce chemin, c'est-à-dire de prendre sérieusement ces hypothèses, ces propositions de lecture, et de voir ce qu'elles nous posent comme questions, ce qu'elles induisent, ce qu'elles signifient, et donc de parcourir ce chemin ensemble. Alors moi, la première question, peut-être que j'ai envie de vous poser, donc puisque c'est donc Le Titanic fera naufrage, peut-être que vous nous en direz quelques mots, l'idée de ce livre, mais l'idée, on pourrait dire, de ce livre étant que finalement des écrivains ont prévoient, anticipent des événements tragiques, et notamment celui du naufrage du Titanic. Alors je me disais, puisque c'est une trilogie et que Le Titanic fera naufrage est le 3e volet de la trilogie, ça veut dire logiquement que le Titanic était prévu dès le premier volume. Demain est écrit, donc c'était la première question. Et puis, est-ce que ça veut dire, donc, est-ce que le Titanic était présent, sous quelle forme? Et puis, est-ce que ça veut dire que la trilogie était présente ou palpable dès le premier livre? Merci Frédéric, merci à l'invitation de la librairie 47 degrés. Merci Augustin. Peut-être préciser ce que tu disais. Le Titanic fera naufrage fait partie d'un ensemble large, d'un ensemble restreint. L'ensemble large de tous mes livres, c'est ce que j'appelle la critique interventionniste, qui consiste à ne pas rester inactif devant les textes, mais à intervenir quand on a le sentiment que des injustices ont été commises, que les œuvres auraient pu être améliorées, que les auteurs auraient pu être déplacés dans le temps, etc. Donc ça, c'est le projet général de la critique interventionniste, qui est un projet vaste que j'essaye de diffuser et de répandre par le monde. À l'intérieur de ce projet vaste, il y a cette trilogie qui relève de ce qu'on pourrait appeler la critique d'anticipation, avec un postulat de base, cette idée que nous nous trompons peut-être nous-mêmes en nous imaginant que le temps se déroule toujours dans le même sens, que le passé précède nécessairement le présent, lequel précéderait nécessairement l'avenir, avec une forme visuelle que nous avons en tête d'une ligne horizontale allant de la gauche vers la droite. Or, si nous prêtons attention à un certain nombre d'événements et à un certain nombre d'œuvres, ce modèle trop classique, à mon sens, doit être mis en cause. Alors, je situe, pour répondre à la question de savoir quelle est la place de Titanic, je précise le projet d'ensemble de ces 3 volumes de la critique d'anticipation. Le premier s'appelait Demain est écrit, et je faisais l'hypothèse dans Demain est écrit qu'il arrivait à des écrivains et des artistes de s'inspirer non pas seulement d'événements de leur vie qui se sont déjà produits, mais également d'événements qui vont se produire. C'était donc le postulat de base, cette idée d'être influencé quand nous écrivons par des événements à venir.
Le deuxième volume, le plagiat par anticipation, concernait des phénomènes d'anticipation où une œuvre donne le sentiment de s'inspirer d'une autre œuvre, mais postérieure, et quelquefois postérieure de plusieurs siècles. Donc il y avait là non seulement une réflexion sur l'inversion temporelle, mais d'une dimension éthique, une recherche de justice. S'il y a des plagiaires qui plagient non seulement vers l'arrière, mais vers l'avant, eh bien, il faut le dire. Et donc, c'était cette volonté de repérer des falsificateurs dans l'histoire de la littérature et de l'art qui présidait à ce second volume. Et le premier volume appelait assez logiquement le troisième, et là je m'avance vers la réponse à ta question, à partir du moment où j'avais étudié le cas des anticipations individuelles, l'écrivain qui représente une rencontre amoureuse qui n'a pas encore eu lieu, ou bien une maladie qui lui arrivera plus tard, ou sa propre mort, se posait la question des événements collectifs. Et des événements, donc, que certains auteurs semblent avoir anticipés, voire semblent avoir décrits, mais qui arrivent à une collectivité. Et en particulier, puisque Titanic fera naufrage est consacré à cela, les événements négatifs, les catastrophes. Ce qui n'est guère étonnant, parce que les couples qui fonctionnent bien, les périodes heureuses, les pays tranquilles ne sont pas un terreau convenable pour les écrivains. C'est sympathique, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc il est assez normal que, pour ce point de vue du collectif, les écrivains s'intéressent plutôt à ce qui tourne mal. Donc ce troisième volume était appelé dès le premier, et dès le premier, je m'étais dit, il faudrait faire ensuite un livre sur les événements collectifs. Il est appelé par le premier puisqu'il s'agissait de passer de l'individuel au collectif. Avec une différence qui concerne le nombre de personnes impliquées. Une seule personne dans Demain est écrit, tout un groupe, ou une collectivité, ou un pays dans le Titanic fera naufrage, mais également une différence épistémologique majeure. Quand on réfléchit sur les phénomènes d'anticipation que j'étudie dans Demain est écrit, on peut toujours se demander si nous n'avons pas affaire à ce que l'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Si je décris une rencontre avec une belle blonde ou un grand roux, et que 2 ans après l'avoir écrit dans un roman, je rencontre la dite belle blonde ou le dit grand roux, on pourra me dire, mais évidemment, vous vous intéressez aux belles blondes ou aux grands roux, donc c'est pas très étonnant qu'après l'avoir décrit, vous le rencontriez dans la vie courante. Si j'annonce un suicide dans un livre et que je me suicide, on me fera remarquer, enfin on me fera plus remarquer puisque je suis mort, mais enfin on me fera remarquer à mes héritiers qu'il n'y a rien de très extraordinaire. Donc il y a une dimension d'autoréalisation de la prophétie dans Demain est écrit, qui jette un doute sur la qualité des anticipations. Ce qui n'est pas du tout le cas des catastrophes collectives. Je crois que dans les 12 catastrophes principales que j'étudie, non 13 catastrophes principales que j'étudie, plus celles que j'évoque en note, je crois que dans aucun cas, l'écrivain ou l'artiste, sauf erreur, n'aurait été en mesure d'incurver le destin pour le faire coïncider avec son texte. Une catastrophe maritime, une guerre atomique, un tremblement de terre, eh bien l'écrivain ne peut pas influencer dessus. Ce qui veut dire que la réflexion épistémologique se pose dans des conditions différentes pour l'anticipation individuelle et l'anticipation collective. Mais je crois qu'il y avait 2 parties dans ta question. Il me semble que la deuxième a glissé hors de mon champ de conscience pendant que je répondais à la première, non ?